Et si je vous disais que la mort d'un pape déclenche un protocole secret vieux de 2000 ans, des rituels étranges, des symboles cachés, une élection sous haute surveillance? Saviez-vous que le Vatican scelle les appartements du pape défunt pour éviter le pillage? Ou que la fumée blanche de la chapelle Sixtine cache une révolution chimique? Découvrez les 4 étapes mystérieuses qui transforment un cardinal en souverain pontife. Abonnez-vous et plongez dans les coulisses interdites du Vatican. La mort du pape déclenche une série complexe de coutumes régies par des rituels anciens et élaborés. Les moindres détails, depuis l'organisation des funérailles jusqu'au choix de son successeur, suivent des règles strictes appliquées par la plus haute autorité de l'Église catholique. Certaines traditions remontent à l'époque de Jésus-Christ, qui aurait désigné l'apôtre Pierre, inaugurant une lignée ininterrompue jusqu'à nos jours. Cette période se décompose en 4 étapes majeures: la mort du pape, ses funérailles, le conclave, puis l'intronisation et l'installation du nouveau souverain pontife. En 2023, le pape François a lui-même modernisé ses règles, soulignant sa volonté que les funérailles d'un pontife romain célèbre avant tout un pasteur et un disciple du Christ, plutôt qu'un puissant dirigeant terrestre. Le processus débute par la confirmation du décès, une mission dévolue au cardinal Camerlingue, en italien Camerlengo, chargé de superviser la transition. Selon la tradition, il appelle 3 fois le pape par son nom de baptême. Sans réponse, il prononce la formule latine « Ver papa mortuus », le pape est vraiment mort. Le Camerlingue scelle ensuite les appartements pontificaux, une coutume initialement instaurée pour prévenir le pillage, en présence de son adjoint. Ces scellés ne seront levés qu'à l'élection du nouveau pape. C'est le début de la sède vacante, la vacance du siège apostolique. Le Camerlingue assume alors l'intérim du Vatican jusqu'à l'élection d'un nouveau chef spirituel. Durant cette période, l'emblème papal, tiare surmontant 2 clés croisées, est temporairement remplacé par un umbraculum, parasol, symbolisant l'intérêt. Le certificat de décès est établi, puis la nouvelle est annoncée au personnel de l'Église avant d'être rendue publique. Les cloches de la basilique Saint-Pierre sonnent une fois pour chaque année de vie du défunt. En présence du collège des cardinaux, le Camerlingue détruit l'anneau du pécheur, sous personnel du pape, marquant ainsi la fin de son autorité. Suivent 9 jours de deuil, Novem Dial. Une litanie des saints est chantée lors du transfert du corps vers Saint-Pierre, où des messes quotidiennes célèbrent sa vie. Le pape François a simplifié ses rituels, son corps repose dans un cercueil ouvert, sans catafalque traditionnel, affirmant son souhait d'être commémoré avec dignité, mais comme tout autre chrétien. Plus d'1 million de fidèles sont attendus à Rome durant cette période. 4 à 6 jours après son décès, le pape est inhumé dans un cercueil de bois et de zinc, autre rupture avec la tradition des sarcophages ornés. Sont placés avec lui un exemplaire du programme funéraire et des sacs de pièces d'argent, d'or et de cuivre, en nombre égal à ses années de pontificat. Si la majorité des papes reposent dans les cryptes sous Saint-Pierre, dont le premier, Pierre lui-même, François a choisi la basilique Sainte-Marie-Majeure, devenant ainsi le premier pape à y être enterré depuis 1660. Pendant ce temps, les cardinaux vêtus de rouge écarlate, cassock, mozzetta et biretta, convergent vers le Vatican. Membres les plus éminents de l'Église dans leurs pays respectifs, ils formeront le conclave chargé d'élire le nouveau pape. Ce vote ne peut intervenir avant 15 jours après le décès. Bien que le collège compte 255 cardinaux, seuls 120 au maximum sont électeurs, selon des règles électorales immuables. Ce groupe est choisi en fonction de l'ancienneté et de l'âge. Les cardinaux de plus de 80 ans ne peuvent pas participer. Les règles de vote stipulent également que les cardinaux doivent venir du monde entier et de cultures très diverses. Le point le plus important, une majorité des 2/3 est nécessaire pour élire un pape. Historiquement, l'élection d'un nouveau pape peut prendre entre quelques jours et plusieurs années. La plus longue élection, il y a plus de 7 siècles, a duré près de 3 ans, de 1268 à 1271, aboutissant à l'élection du pape Grégoire X. C'est lui qui a instauré la bulle astérisque Ubi Periculum astérisque, un ensemble de règles pour l'élection pontificale. Sa réforme majeure fut d'isoler les cardinaux électeurs du monde extérieur jusqu'à ce qu'un nouveau pape soit choisi. Aujourd'hui encore, radio, télévision, journaux et téléphones sont interdits pendant le conclave. Avant le début du conclave, un poêle et une cheminée sont installés dans la chapelle Sixtine. Celle-ci est inspectée pour détecter tout dispositif d'écoute ou d'enregistrement. Des systèmes de brouillage empêchent les communications électroniques. Pendant le vote,
Les cardinaux résidant à la Domus Sancta Marta, le même bâtiment où loge le pape François. Ils y mangent, dorment et votent dans des espaces clos jusqu'à l'élection du nouveau souverain pontife. Les cardinaux sont ensuite escortés vers la chapelle Sixtine, lieu emblématique du conclave depuis 1878, situé sous la fresque du Jugement dernier de Michel-Ange. Ils prêtent serment de secret, s'engageant à ne rien révéler sur le vote, pendant et après le conclave. Seuls quelques hauts responsables du Vatican, 2 médecins et 2 experts techniques les accompagnent. Le vote commence. Chaque électeur reçoit un bulletin portant la phrase latine « Eligo in summum pontificem » « Je choisis comme souverain pontife » et un espace pour inscrire le nom de leur candidat. Techniquement, tout homme baptisé peut être élu pape, mais le dernier cas remonte à 1378 avec l'élection du pape Urbain VI. Les bulletins sont déposés dans une urne après avoir été pliés. Le premier jour, un seul tour de vote a lieu. Les jours suivants, 4 scrutins sont organisés quotidiennement. Après chaque dépouillement, les bulletins sont brûlés. La fumée qui s'échappe de la cheminée annonce le résultat. Noir en cas d'échec, blanche si un pape est élu. Autrefois, on utilisait de la paille humide ou sèche pour colorer la fumée. Aujourd'hui, un colorant chimique est employé pour éviter toute ambiguïté. Une fois élu, le doyen des cardinaux demande au nouveau pape s'il accepte sa charge et quel nom il choisira. Traditionnellement, il reprend le nom d'un prédécesseur qu'il admire. Le pape revêt alors la tenue blanche pontificale, remplaçant la pourpre cardinalis. Peu après, les rideaux rouges s'ouvrent et le cardinal protodiacre apparaît au balcon de la basilique Saint-Pierre pour proclamer Habemus Papam. Le nouveau pape bénit alors la foule urbi et orbi à la ville et au monde, marquant la fin du conclave. L'installation officielle a lieu quelques jours plus tard lors d'une messe sur la place Saint-Pierre. Le pape reçoit le pallium, une étole de laine symbolisant son rôle de pasteur, ainsi que l'anneau du pécheur, représentant Saint-Pierre et rappelant la mission de pécheur d'hommes. Cet anneau est traditionnellement baisé en signe de respect pour son autorité. Ces rites, hérités de siècles d'histoire, c'est la transition entre 2 pontificats, mêlant spiritualité et tradition au cœur de l'Église catholique. Les traditions entourant la mort d'un pape et l'élection de son successeur sont un fascinant mélange d'histoire, de spiritualité et de symboles immuables. Des rituels ancestraux aux réformes modernes, comme celle du pape François, chaque étape reflète la grandeur et la profondeur de l'Église catholique. Si ce sujet vous a captivé, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits aussi enrichissants que mystérieux. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette plongée dans les coulisses du Vatican et à très bientôt pour de nouvelles explorations.